Cette semaine, c'était la conférence annuelle de Nvidia, la GTC 2024. Il y avait plein de chiffres, plein d'acronymes, des LPGDDR 5X, HBM 3E, on ne comprend rien du tout. Des 5X de performance, 30X même, donc on va voir qu'est-ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est du mytho? On va essayer de comprendre qu'est-ce qui est vraiment nouveau. Si c'est vrai, est-ce que c'est une énorme avancée et qu'est-ce que ça pourrait changer dans notre vie de tous les jours? Donc ils ont présenté leur nouvelle génération de GPU qui s'appelle Blackwell. C'est en honneur à un mathématicien. Chaque génération, il leur donne le nom d'un scientifique ou d'un mathématicien célèbre. Et donc c'est des GPU pour entreprise, pour data center. Donc c'est pas vraiment des GPU qu'on va retrouver dans nos ordinateurs pour jouer à GTA 6. C'est des GPU qui vont être pour faire du calcul pour les entreprises et principalement pour l'intelligence artificielle parce que c'est ça qui est chaud en ce moment. C'est ça que tout le monde veut, c'est pour ça que tout le monde s'arrache des GPU, c'est pour pouvoir faire de l'IA. Et donc ils annoncent au calme comme ça un petit 30x, 30 fois les performances par rapport à la génération précédente. On dirait soit c'est une révolution, soit ils se foutent de notre gueule. Et donc ce chiffre, il parle de quoi? 30 fois quoi? Il parle des performances en inférence. L'inférence, c'est dans l'intelligence artificielle la vitesse à laquelle on va pouvoir générer du contenu. Donc concrètement, quand tu vas dans ChatGPT et que tu lui poses une question, l'inférence, c'est la vitesse à laquelle la réponse elle apparaît. Et donc quand tu as 30 fois les performances en inférence, ça veut dire que soit tu peux afficher les résultats 30 fois plus vite, soit tu peux servir 30 fois plus de personnes, donc tu vas économiser beaucoup d'argent, ou alors tu peux utiliser des modèles beaucoup plus gros qui normalement auraient été trop lents pour utiliser. Donc si c'est vrai, ça peut être pas mal. Alors quels sont les ingrédients secrets dans la sauce Nvidia? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Selon moi, il y en a 4 qui leur permettent de pouvoir afficher ces performances-là. La conférence, ça fait 2 heures, donc c'est un petit peu chiant à regarder, mais je vais vous passer 1 minute qui pour moi est assez stylée. Et donc là, ils nous montrent le fameux nouveau GPU, Blackwell. Ils nous disent que c'est la puce la plus grande possible physiquement. Dans le sens, ils ont presque dépassé les limites de la physique. Donc en fait, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que TSMC, l'entreprise qui fabrique ces puces, elles ont des machines qui fabriquent les puces d'une certaine taille et il y a une taille maximum. Dans la génération précédente, ils étaient déjà très proches du max, mais là du coup, ils sont vraiment au maximum, ils peuvent pas rajouter 1 mm de puce possible. Et donc avant, ils étaient à 80 milliards de transistors à peu près, là ils sont à 100 milliards, donc ils sont quand même un petit peu au-dessus. Mais par contre, tu vois qu'ils utilisent le process de TSMC qui s'appelle 4NP. Donc en gros, pour simplifier, ça veut dire qu'ils utilisent des transistors qui font à peu près 4 nanomètres, ce qui était déjà le process qu'ils utilisaient un petit peu avant. Techniquement, c'est une version un petit peu avancée, mais très similaire, alors qu'ils auraient potentiellement pu utiliser le nouveau process de TSMC, 3 nanomètres, ce qui leur aurait permis d'avoir des transistors beaucoup plus petits et d'en mettre encore plus dans la chip. Et quand on a des transistors plus petits, eh ben, on peut en mettre beaucoup plus, donc on peut faire beaucoup plus de calculs, ils consomment beaucoup moins, ça chauffe beaucoup moins, donc en fait on a gratuitement un boost de performance. Et c'est ce qu'utilisent par exemple les nouveaux iPhones, les nouveaux MacBook. Mais Nvidia ont fait le choix de ne pas utiliser ce nouveau process là, probablement pour avoir une fabrication un petit peu plus facile, parce que quand tu utilises une technologie un petit peu plus ancienne, elle est beaucoup plus fiable, et donc tu peux imprimer beaucoup plus de puces et faire beaucoup plus d'argent. Mais par contre ça veut dire aussi que eh ben, ils n'ont pas ce boost qu'ils auraient pu avoir facilement de performance, et donc ça veut dire qu'ils vont devoir trouver d'autres leviers pour pouvoir choper plus de performance, parce que ce process de fabrication, c'est ça d'habitude qui permet d'avoir des gros gains de performance assez facilement. Donc là, ils sont privés de ça, ça veut dire que ça va pas être facile. Donc en fait, comme ils sont arrivés à la taille maximum d'une puce, ce qu'ils font, c'est que ils en impriment 2, et ensuite, choup, ils les soudent ensemble pour avoir une méga puce qui est 2 fois plus grande que ce qu'ils auraient pu imprimer normalement. Donc là, déjà, on voit un des secrets qui fait qu'ils ont autant de performance, c'est que ils ont doublé la taille de la puce, et donc forcément, ça fait à peu près 2 fois les performances. On n'est pas à 30 fois, mais on s'y rapproche. Et donc cette technique, peut-être que ça te dit quelque chose, ça a été aussi utilisé par Apple dans les puces M2 Max ou M3 Max, qui sont en fait 2 puces qui sont imprimées séparément mais qui sont collées ensuite pour pouvoir faire une méga puce avec le double de corps, etc. Donc là on a déjà un petit peu un premier ingrédient de la sauce. Là, il compare par rapport à l'ancienne génération, donc juste la puce est déjà plus grosse que tout le package. Le package, normalement, c'est là où il y a la mémoire, la puce, etc., que l'ancienne version. Donc, il nous dit qu'on a 5 fois les performances en AI. Donc c'est quoi? C'est 30 fois? C'est 5 fois? C'est quoi le mytho? On y reviendra un petit peu plus tard. Mais là, pour le coup, il parle de 5 fois les performances en training. C'est-à-dire quand tu entraînes une nouvelle IA, et ça va 5 fois plus vite avec cette nouvelle puce. Ah là là, j'adore les sound effects qu'ils ont rajoutés là-dessus. Et donc là, on voit qu'ils ont mis 192 Go de mémoire. La mémoire, c'est de la HBM 3E. Et ça, c'est intéressant
parce que c'est le deuxième secret de la sauce secrète, c'est que dans la génération précédente, ils avaient 80 Go, donc là ils ont doublé la mémoire par rapport au H100, le H100 c'était la précédente génération de ce type de puce. Dans un deuxième temps, ils ont sorti la H200, qui est exactement la même puce, mais avec 140 Go de mémoire au lieu de 80. Et pourquoi c'est un deuxième secret? C'est parce que en intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui sont en fait pas limitées par la puissance de la puce, mais qui sont limitées par la taille de mémoire à laquelle la puce a accès. Et quand on teste le H100 et le H200, qui est donc là la même puce, mais avec juste un petit peu plus de mémoire, même pas 2 fois plus de mémoire, et ben on voit qu'on a 1.5, 2 fois les performances en inférence, juste en rajoutant de la mémoire. Donc ça veut dire que potentiellement le fait qu'on a doublé la mémoire ici, potentiellement qu'on peut avoir même plus que 2 fois les performances juste en rajoutant plus de mémoire. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont doublé, et voilà, ils ont doublé le double. Donc en fait, chaque puce, qui est déjà de base 2 puces collées ensemble, et ben en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils en prennent 2, et ils les mettent sur la même carte, et ils rajoutent même une troisième puce, qui est la puce Grace. Donc ça, la puce Grace, c'est un CPU, un processeur, comme un processeur que là dans les Mac M1, un truc comme ça, qui est en fait pas nouveau du tout. Il l'avait déjà présenté avec les générations précédentes. Et donc ce CPU, il a 72 corps, et il a, je crois qu'ils ont mis 864 Go de RAM, juste pour le CPU. Et donc ça, c'est de la RAM, si tu veux, de la RAM traditionnelle. C'est techniquement de la LPDDR5X. En gros, c'est de la DDR5, mais qui consomme un petit peu moins, quoi. Et donc nos deux GPU, bah, ils ont chacun leurs 192 Go de RAM. Donc en fait, on a 384 Go de RAM disponibles. Et on a en plus 800 Go de RAM disponibles pour le CPU. Et donc là, tu croyais que c'était fini? Et ben non, on va redoubler encore. Et donc dans un compute node, dans un rack, une unité de châssis qu'on met dans les data centers, et ben ils mettent 2 de ces cartes-là. Et donc ce qui fait que dans chaque unité de mon rack où il y a tous mes ordi, et ben j'ai 4 puces, qui chacune d'elles, il y a techniquement 2 puces collées entre elles. Il y a plusieurs versions, mais dans cette version-là, a priori, ça consommerait à peu près 1200 watts par GPU. Donc là, tu en as 4. Donc ça veut dire que tu te retrouves pas loin des 5-6 000 watts de consommation électrique et donc d'émission de chaleur. Pour donner une idée, 5000 watts, c'est comme si tu prends ton four, tu le mets à fond et tu ouvres la porte. C'est ça la chaleur qui est émise juste par ça. Sauf que ça, au lieu d'être grand comme un four, bah, c'est épais comme une boîte à pizza, tu vois. Donc forcément, pour pouvoir refroidir ça, tu peux pas vraiment le faire avec des ventilos, il faut que tu fasses du refroidissement liquide. Et donc c'est ce qu'ils utilisent là dans cette version. Pas en option. Il y avait déjà techniquement une version de la version précédente qui était avec du refroidissement liquide, mais là, avec ça, t'as pas le choix. Ils ont des nouvelles générations de cartes réseau. En gros, ils ont racheté une entreprise qui s'appelait Mellanox, qui faisait des cartes réseau, mais spécialisée pour le computing de patate, tu vois, parce qu'en fait, quand tu as ton ordi qui calcule très vite, et ben, il a besoin d'accéder à beaucoup de données très vite. Sinon, si ton réseau il est pas assez rapide, ton GPU il est juste là en train d'attendre de recevoir les données du réseau, du stockage, des trucs comme ça. Donc du coup, ils mettent 2 cartes réseau. Une carte, pour donner une idée, une carte réseau normale, hein, dans un PC normal, c'est à peu près 1 gigabit. Dans un data center, on va avoir un petit peu plus, tu vois, parce que bon, voilà, on est entreprise, on peut peut-être avoir du 10 gigabits, peut-être du 20, du 40. 40, ça commence, tu vois, à devenir vraiment pas mal. Ici, on est normal sur du 800 gigabits, et on a 2 cartes. C'est vraiment pour dire que tu as besoin, le GPU est tellement rapide, tellement balèze, surtout que là il y en a 4, que tu as vraiment besoin de pouvoir tirer les données dans ta machine le plus rapidement possible, quoi. Et là, en plus de ces 2 cartes réseau, ils ont rajouté ce qu'ils appellent le Bluefield 3. Ça pareil, c'est pas nouveau, c'était déjà dans les anciennes versions, mais je peux vous en parler rapidement parce que c'est intéressant. C'est quoi un DPU? En fait, on a les CPU qui sont les processeurs, hein, comme tu as tes processeurs Intel, i7, AMD, Zen 3 ou Apple M2, des choses comme ça. Tu as les GPU qui sont tes cartes graphiques, donc comme on a là, comme les anciens, les A100, les H100, les RTX 4090. Et là maintenant on a les DPU. Donc DPU c'est l'acronyme pour Data Processing Unit. Et pour simplifier, c'est une espèce de carte réseau, mais très smart.
tellement smart qu'en fait, ce DPU, c'est tout un ordi. Parce que ce DPU, il a 16 corps ARM, donc autant qu'un processeur M3 par exemple, et il a 32 Go de RAM. Donc en fait, juste cette carte réseau-là est potentiellement plus puissante qu'un MacBook Pro. Quand tu es dans le cloud, parfois on appelle ça du Software Defined Networking. Là, en gros, c'est ça. Tu peux programmer, parce que ça, c'est un ordi qui fait tourner son propre OS, etc. Et donc, tu peux le programmer pour pouvoir faire tout ce que tu veux, pour pouvoir faire que du point de vue de la machine haute, et bah en fait cette carte réseau là, bah en fait c'est 8 cartes réseau. Il y en a 2 qui vont dans un réseau, il y en a un c'est un VPN qui va là-bas, il y en a 3 autres qui sont séparés, etc. Ça c'est une des possibilités. Tu peux aussi faire ce qu'ils appellent du crypto offloading, c'est-à-dire que ton node qui a des GPU, qui est en train d'entraîner une IA, elle a besoin de données pour pouvoir s'entraîner. Pour pouvoir accéder à ces données-là, d'habitude, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va chiffrer, parce que si tu chiffres, comme on est dans le même data center, il y a vraiment peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui vienne intercepter le réseau. Tu vois. Donc en général, on chiffre pas vraiment ce qui est dans le data center, sauf que, imagine que tu es Mistral, une entreprise française qui développe des modèles d'IA. Tu as ton set de données pour pouvoir s'entraîner, que tu veux quand même garder secret, parce que c'est un petit peu ta sauce secrète. Imagine que tu utilises Azure par exemple, ou Google Cloud Platform. Tu vas mettre tes données là-dedans, et en gros, Azure ou GCP, ils vont te dire: t'inquiète, tout est sécurisé, tout est chiffré, nous, même si on veut, on ne peut pas accéder à tes données, etc. Donc voilà, tu peux nous faire confiance, tu peux entraîner chez nous. Sauf que si tu es Mistral et que ton business repose, que tu as dépensé des millions ou des milliards pour pouvoir entraîner ton IA, récolter des données, etc., tu ne peux pas te fier sur un t'inquiète, c'est pas possible. Donc là, ce que tu peux faire avec ça, c'est de pouvoir chiffrer même à l'intérieur du data center toutes tes données. Quand elles sont transmises entre ton système de stockage de données et ton système, ton GPU, et ben elles sont chiffrées et comme ça, on peut pas, personne peut écouter et potentiellement voler tes données ou voler ton modèle d'IA. Donc bref, un truc cool que tu peux faire aussi avec cette carte, tu peux faire du PCI Express à travers l'Ethernet. C'est-à-dire qu'une autre machine peut accéder aux GPU qui sont dans cette machine-là, comme s'ils étaient branchés directement en PCI Express. Et bah, t'as cru qu'ils allaient s'arrêter là? Et bah, on continue. Chacune de ces unités qui contiennent chacune 4 GPU, et bah tu peux en mettre 18 dans le même rack. Comme ça, tu te retrouves avec un super GPU ultra balèze, tu te retrouves avec 78 GPU et 36 CPU en plus, tu vois, c'est cadeau, ils te les donnent quoi. Ça c'est le NVLink Switch, et ça permet que les GPU ils puissent communiquer entre eux. Parce que le réseau qu'on a vu juste avant, ça c'est vraiment juste pour les données, quoi. Les GPU, ils communiquent aussi entre eux pour pouvoir agir comme un seul GPU. Parce qu'en fait, les modèles d'IA, quand ils sont très très gros, ils tiennent pas sur une machine, ils tiennent pas sur un seul GPU. Et donc on a besoin de mettre plusieurs GPU ensemble et de mettre ces groupes de GPU ensemble encore pour pouvoir entraîner ou utiliser ces modèles d'IA, parce que sur une seule machine, c'est juste, il y a trop d'informations, c'est pas possible. Et donc pour que ça fonctionne, il faut que tous ces GPU ils soient connectés à une extrêmement grosse vitesse, parce que sinon, si un GPU il est là en train d'attendre qu'un autre GPU lui envoie des datas, et ben dans ce temps-là, il fait rien. Et donc comme il fait rien, il ne peut pas utiliser toute sa puissance, quoi. Et donc ça ralentit beaucoup. Le plus on connecte de GPU entre eux, le plus potentiellement on va ralentir l'efficacité. C'est-à-dire que si j'ai le double de GPU, je ne vais pas avoir 2 fois les performances, je vais peut-être avoir 1.8, quelque chose comme ça, quoi. Et quand j'en ajoute encore plus, et ça fait de plus en plus de communication entre les GPU et ça ralentit de plus en plus, jusqu'à ce que tu arrives à un moment où en fait tu vas rajouter le double de GPU, mais tu vas gagner juste 10% de performance en plus. Donc ça commence à plus trop valoir le coup, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti une nouvelle génération de NVLink. Le NVLink en gros c'est le lien entre les GPU. Ce lien il est 2 fois plus rapide que la génération précédente, donc chaque GPU peut communiquer 2 fois plus rapidement avec les autres GPU. Et donc ça fait que non seulement les GPU qui sont dans la même boîte, ils peuvent communiquer beaucoup plus rapidement, mais là avec le NVLink Switch, qui est en gros un switch comme un switch réseau, mais spécifiquement pour la communication entre les GPU, ça fait que chaque GPU peut communiquer avec les autres GPU qui sont dans l'une des autres 18 boîtes, aussi rapidement que le GPU qui est juste à côté de lui dans la même boîte, quoi. Et donc c'est ça un petit peu le troisième secret de cette nouvelle génération. Ça, le troisième secret, c'est que non seulement on a 2 fois plus de mémoire, mais elle est 2 fois plus rapide. Leurs animations, voilà, juste surtout le son dans les animations sont vraiment stylées. Et donc c'est ça qu'ils appellent le GB200 NVL72. C'est ça que eux maintenant ils appellent un GPU. Pour eux ça c'est un GPU. Donc pour nous tu vois c'est juste la carte qu'on met dans ton ordi. Mais
Le fait qu'ils aient relié toutes ces boîtes entre elles à une très très grosse vitesse, ça fait que d'un point de vue logiciel, on peut considérer toute cette grosse boîte. Donc là, tu imagines un rack qui fait 2 mètres de haut, qui est épais comme ça. Et bah pour ça, du point de vue de logiciel, du point de vue de ton IA peut considérer tout ce rack-là comme un seul GPU. Comme tu vois, il y a des limites en termes de bande passante, c'est pas comme si c'était un seul GPU qui faisait 72 fois la puissance de un GPU. Tu as quand même pas mal de pertes, mais ça permet quand même d'avoir un gain en puissance et de pouvoir entraîner aussi des IA qui sont beaucoup plus grosses parce qu'on a beaucoup plus de mémoire. Donc c'est des choses, donc ça rend possible potentiellement des nouvelles IA qu'on aurait potentiellement pas pu faire du tout avec les anciennes générations. On va passer là-dessus pour voir. Ça c'est le fameux switch dont je vous parlais qui permet de relier tous les GPU dans le même rack. Voilà. Ah, tu pensais que c'était fini? Eh ben non, c'est pas fini parce que chaque rack, on peut mettre 8 dans ce qu'ils appellent un pod. Donc si tu as l'argent pour, hein, là, bon courage, ça commence à coûter un petit peu, et bah tu peux relier 8 racks entre eux à une vitesse qui va être un petit peu moins grande que ce qu'il y a dans chacun des racks, mais qui permet de potentiellement entraîner des IA encore plus grosses. Et donc là, évidemment, comme je t'ai dit, tu peux pas faire ça sans water cooling parce que, comme je t'ai dit, une seule des unités, là, une seule des boîtes à pizza, là, elle consomme 5000 watts. Sauf que là, tu en as 18 dans chaque rack et que tu as les racks qui sont compactés les uns à côté des autres, donc impossible, il faut forcément que tu aies du water cooling pour pouvoir faire fonctionner ça. Et donc là, quand tu as un pod, qui sont en fait 8 racks, tu te retrouves avec 576 GPU et 288 CPU dans ton petit espace, quoi. Et ouais, et tu crois que c'était fini? Bah non, c'est pas fini encore, parce que tu peux scaler encore ça à la taille entière d'un data center. C'est ce que de plus en plus d'entreprises commencent à faire, parce que les modèles IA sont de plus en plus gros. Donc en fait, tu as besoin vraiment de cette patate, et donc d'enchaîner, brancher les pods entre eux pour pouvoir avoir un GPU entre guillemets encore plus gros. Et donc c'est ça que Nvidia ils sont en train de faire même eux-mêmes, parce que eux, tu vois, ils ont pas de problème pour pouvoir trouver des GPU. Donc du coup, ils sont en train de fabriquer, ils sont en train de lancer un data center avec 32 000 GPU à l'intérieur. Et donc là, c'est les 3 secrets, mais ils ont encore un as caché dans la manche. Et donc le 4e secret, c'est que dans cette nouvelle génération, on a ce qu'ils appellent le Second Generation Transformer Engine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le transformer, comme on sait, c'est l'architecture logicielle de la plupart des nouvelles IA, des ChatGPT, des Stable Diffusion, etc. Ces intelligences artificielles-là, c'est simplement des statistiques. Et pour calculer les statistiques, par exemple, on a des chiffres, par exemple 14,4 ou 5,2. Et ces chiffres-là, ils ont une plus ou moins grosse précision. Au départ, on utilisait 32 bits de précision. Donc 32 bits de précision, ça veut dire qu'il y a 4 milliards. Donc là, tes chiffres ils peuvent aller de 0 à 4 milliards, ou alors de moins 2 milliards à plus 2 milliards, etc. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, pour faire nos calculs de probabilité, si on descendait la précision, au lieu d'utiliser 32 bits de précision, si on utilisait 16 bits de précision, on avait à peu près les mêmes résultats. Et à ce moment-là, on s'est demandé jusqu'à quelle précision on peut descendre tout en gardant les mêmes performances. Et il se trouve qu'en fait, quand tu vas en FP8, donc avec 8 bits de précision, à peu près la même précision, tu as toujours un petit peu de perte, mais c'est pas grand-chose par rapport au fait, quand tu utilises moins de précision, tu utilises beaucoup moins de mémoire. Et donc là, dans cette nouvelle génération, on peut descendre jusqu'à FP4, qui est en fait 4 bits de précision. Donc en fait, avec 4 bits, c'est pas beaucoup. 4 bits, c'est seulement 16 possibilités différentes. Tu peux pas compter plus que 16. Et en plus de ça, ce qu'on fait en général, c'est qu'on a besoin du signe. Donc en fait, tu as un bit qui est réservé pour le signe plus ou moins. Donc en fait, il te reste que 3 bits. Et donc 3 bits, c'est 8 valeurs possibles. Donc tu peux aller de moins 8 à plus 8. Et en gros, Nvidia, ils ont testé. Et donc, en gros, Nvidia, pas que Nvidia, il y a aussi d'autres chercheurs qui ont testé. Et je trouve que même avec 4 bits, même avec des valeurs qui vont juste de moins 8 à plus 8, on a quand même 90, même parfois 100% des performances pour une même IA, alors qu'on consomme 2 fois moins de mémoire qu'en FP8 avec 8 bits de précision. Et donc pourquoi est-ce qu'ils ont un Transformer Engine? C'est parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, il y a pas mal de logiciels, c'est pas seulement quelque chose au niveau de la puce. Leur engine va permettre, au moment d'entraîner ton IA, de pouvoir choisir à quels endroits utiliser
quelle précision. Il y a certaines valeurs dans notre modèle où on a besoin de beaucoup de précision, donc peut-être que là on va utiliser du FP16 ou du FP8, et il y a des endroits qui varient pas beaucoup, et donc du coup on peut utiliser FP4 et sauver pas mal de mémoire. Et comme on sait, dans l'intelligence artificielle, quand on a le double de mémoire, et ben on peut aller 50%, voire 100% plus vite avec le même matériel. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres pour dire ok, c'est bien gentil, tout ça, mais concrètement, c'est quoi la différence avec l'ancienne génération? Pour vous donner un ordre d'idée, si on utilisait une PlayStation 5 par exemple, pour pouvoir faire des calculs d'IA, on aurait à peu près 40 teraflops. Ce qui est déjà, ça fait beaucoup de flops. Les flops, c'est une unité de mesure de la puissance pure, si tu veux. Donc le H100, qui était l'ancienne génération, elle est à 2 pétaflops de puissance d'AI. Donc 2 pétaflops, la PlayStation 5 c'est 0.004. Donc déjà on est dans une autre ligue complètement, quoi. On est 4 ligues plus loin, quoi. Le nouveau B100, la toute nouvelle génération qui vient d'être présentée, elle a 3.5 pétaflops. Donc là on était à 2, là on est à 3.5. Mais si on se souvient, le B100, c'est un petit peu comme si c'était 2 puces d'ancienne génération, mais soudées entre elles. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tout à fait 2 fois, parce que si l'ancienne faisait 2 pétaflops, là on a 3.5, on a presque 2 fois, tu vois. Le fait d'avoir 2 fois la puce, ça suffit pas pour avoir 2 fois les performances, parce que tu as quand même pas mal de pertes quand tu communiques d'une puce à l'autre. Mais vous inquiétez pas, ça c'est pour la version de base du nouveau B100. Ils ont une version qui est un petit peu overclockée du B100, qui, au lieu de consommer 700 watts comme la génération précédente, consomme maintenant 1000 watts. Voilà, tant qu'on y est, autant qu'on rajoute. Et cette version-là, elle est effectivement à 4.5 teraflops. Donc c'est-à-dire que là, on arrive à avoir un peu plus que 2 fois plus, parce que on a 2 puces, et en plus, on a rajouté 300 watts, donc on a un petit gain de performance à ce niveau-là. Et ensuite, dans le double, le fameux GB200, qui sont les doubles puces doublées avec un CPU, là, dans cette version-là, elles sont encore un petit peu plus... Ils ont rajouté encore un petit peu plus de patates, parce qu'on peut tirer maintenant jusqu'à un peu plus que 1200 watts, et donc, elles se retrouvent à 10 teraflops, 10 teraflops de performance. Donc jusque-là, je parlais des performances en FP16, sauf que ça, c'est en FP16, donc les calculs classiques, si tu veux. Le fait, quand tu utilises le FP8, au lieu d'avoir 10, tu as 20 teraflops. Et quand tu passes en FP4, qui est le nouveau format qui est géré par cette génération-là, on se retrouve à 40 pétaflops de performance. Comparé à la génération précédente, où si tu la prenais toute seule, elle était à 2 pétaflops. Et donc, si on fait les comptes, comment est-ce qu'on arrive à 30 fois plus de performance? Si on se rappelle, on a une double chip. Notre puces, elles sont soudées, donc forcément, déjà, on a à peu près 2 fois les performances. On a un petit peu moins que 2 fois les performances, mais comme on a rajouté un petit peu de transistors et qu'on a boosté la consommation, on a 2 fois plus, ou même un peu plus que 2 fois plus avec les 2 chips. Ensuite, on a 2 fois la RAM par rapport à la génération précédente. Et comme on a vu, dans la génération précédente, quand ils ont même pas doublé la RAM, ils sont passés de 80 à 140, et dans certains modèles d'IA, ça va jusqu'à doubler les performances. Donc là, on avait 2 fois, maintenant on a encore 2 fois, donc on a 4 fois. Ensuite, ils utilisent le nouvel engine qui peut utiliser du FP4. Donc c'est-à-dire que si dans ton modèle d'IA, le fait de réduire la précision, ça gêne pas trop, tu te retrouves avec encore un autre doublement des performances. Donc là, il était 2 fois, 4 fois, 8 fois les performances. Ensuite, le quatrième secret, c'est qu'ils ont doublé la bande passante. Et donc, quand tu doubles la bande passante, tu peux avoir beaucoup plus de GPU connectés entre eux. Donc, soit pouvoir aller 2 fois plus vite, ou même gérer des modèles qui étaient tout simplement impossibles avec la génération précédente. C'est ces 4 secrets qui font qu'on a 2 fois les perfs, 4 fois les perfs, 8 fois, 16 fois les performances par rapport à la génération précédente. Là, tu peux peut-être te dire, mais Thomas, comment est-ce qu'on arrive à 30 fois? Il est mytho ou quoi? Il nous manque 15 encore, tu vois. En fait, là, le 5e ingrédient de la sauce, c'est un petit peu la petite disquette, c'est que quand ils disent 30 fois les performances par rapport à la génération précédente, ils parlent du H100. Sauf que, comme je vous ai dit, entre le H100 et aujourd'hui, ils ont sorti le H200, qui est une version avec plus de RAM. Et cette version avec plus de RAM, elle a à peu près 2 fois les performances dans certains modèles d'IA. Sauf que eux, au lieu de comparer avec cette version-là, ils comparent avec l'ancienne, si tu veux. Et donc, comme tu compares avec l'ancienne, sachant que l'ancienne était déjà 2 fois l'autre, tu remultiplies par 2, et donc on se retrouve avec 16 fois 2, 32, on perd un petit peu au passage, 32 fois plus de performance. Donc conclusion, 30 fois les performances en inférence, c'est un scénario qui est quand même très spécifique, c'est dans un cas très particulier qui est l'inférence, mais qui est un des cas qui est le plus intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est qu'une fois que tu as ton modèle d'IA, il faut que les gens puissent l'utiliser, et donc tu as besoin
de faire cette inférence-là. C'est probablement pas sur tous les modèles, pas sur toutes les tailles de modèles, etc. Mais il y a probablement pas mal de modèles sur lesquels ça va booster, même si ça ne booste pas de 30 fois, même si ça booste juste de 15 fois, ça va, tu vois, on est quand même content. Ensuite, en training, c'est-à-dire pour pouvoir entraîner un modèle d'IA, on est à 4-5 fois les performances. Donc là, on est loin de l'inférence, mais quand même 4 fois, c'est quand même balèze. Et surtout, ce qui a une grosse différence, c'est que comme on a beaucoup plus de mémoire disponible et beaucoup plus rapidement, on peut entraîner des modèles qui sont beaucoup plus gros et c'est potentiellement des modèles qu'on n'aurait jamais pu faire avant avec les anciennes générations. Donc ça peut potentiellement amener des nouvelles avancées en intelligence artificielle, le fait qu'on peut aller encore plus loin en termes de nombre de paramètres par exemple. Pour vous donner une idée, GPT-4, c'est un peu 8 modèles collés ensemble et que chaque modèle utilisait 200 milliards de paramètres. Et donc là, d'après Nvidia, on pourrait avec une seule carte pouvoir entraîner des modèles qui font jusqu'à 1,8 trilliard de paramètres juste dans une boîte. Alors, c'est une grosse boîte, hein, mais ça veut dire que potentiellement on peut avoir des modèles qui sont beaucoup plus gros que GPT-4, qui est déjà un des plus gros modèles, si ce n'est le plus gros modèle qui existe en ce moment. Et enfin, pour ce qui est des GPU grand public, hein, qu'est-ce que nous on va avoir, parce que ça va bientôt sortir à la fin de l'année ça aussi, probablement qu'il n'y a pas vraiment de relation entre ces GPU-là et les GPU qui sont grand public. D'après les rumeurs qu'on voit sur Twitter, ils vont quand même utiliser le même process node de TSMC. Donc ils vont toujours rester en 4 nanomètres, ce qui fait que on risque de pas avoir un super gros boost de performance, mais c'est des rumeurs, on ne sait pas trop, ils peuvent encore changer d'ici là. Tout ça pour dire que ça ne nous donne pas vraiment d'informations sur les nouveaux GPU RTX 5000 qui devraient sortir d'ici la fin de l'année. Peut-être qu'on en reparlera, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, et à la prochaine.